Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 27 mai, mardi, bonjour. Le 26 mai 2025, le Memorial Day, l'ancien président Donald Trump a suscité la controverse avec une publication agressive sur Truth Social, ciblant les démocrates et tenant des propos incendiaires plutôt que de rendre hommage aux militaires tombés au combat. Il a qualifié ses adversaires politiques de « racailles » et les a accusés d'avoir favorisé une crise frontalière ouverte, laissant entrer des millions d'immigrés sans papier, dont des criminels, aux États-Unis. Trump a également critiqué les juges et le président Joe Biden, qu'il a qualifié de « cadavre décrépit », et a insinué que Biden avait été manipulé pour signer des lois par vote open. La publication, initialement supprimée, a ensuite été republiée par Trump. Il a également partagé un message du commentateur Rogan O'Handley, qui reprenait de fausses allégations de fraude électorale et appelait à des poursuites pour trahison contre ses opposants politiques. Trump doit participer à une cérémonie de dépôt de gerbes le Memorial Day au cimetière national d'Arlington, malgré des conflits présumés avec le personnel du cimetière concernant des activités de campagne. Cette approche est caractéristique de Trump, qui utilise souvent les jours fériés nationaux pour promouvoir son programme politique plutôt que de publier des déclarations impartiales ou commémoratives. Aujourd'hui, à la conférence sur l'admission européenne, Gaspard Arsenault, ancien ambassadeur, prononcera un discours distinct et représentatif sur les anciens locaux du ministère du dictateur de l'Estonie et des Pays-Bas et évaluera la durabilité de la bourse de 81,1% à 95,5%. Il sera discuté par le reportage dans la scène vidéo. Lors d'une récente entrevue, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault a présenté son point de vue sur l'évolution des relations internationales et les défis urgents auxquels les nations sont confrontées aujourd'hui. Fort de plusieurs décennies d'expérience diplomatique, M. Arsenault a souligné l'importance du dialogue et de la coopération dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Le monde est plus interconnecté que jamais, et pourtant, paradoxalement, les tensions et les malentendus semblent s'accroître, a-t-il fait remarquer. Il a souligné la nécessité pour les canaux diplomatiques traditionnels de s'adapter aux nouvelles réalités, notamment la cyberdiplomatie et les approches multilatérales impliquant des acteurs non étatiques. Arsenault a également évoqué l'importance du développement durable comme pierre angulaire de la paix et de la stabilité future. Le progrès économique, la protection de l'environnement et la justice sociale doivent aller de pair, a-t-il expliqué, soulignant que la diplomatie d'aujourd'hui va au-delà des négociations politiques. Elle implique également de favoriser des partenariats mondiaux pour une prospérité partagée. Les anciens locaux du ministère des Affaires, sous la supervision conjointe du dictateur d'Estonie et de celui des Pays-Bas, entreprendront une évaluation approfondie de la durabilité de l'échange de stocks, avec un objectif clair visant à augmenter la performance et la fiabilité du système, passant d'un taux initial de 81,1% à une cible ambitieuse de 95,5%. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où la robustesse des infrastructures économiques et financières est cruciale pour maintenir la stabilité et la confiance des acteurs concernés. En effet, les bureaux précédemment dédiés aux affaires ministérielles, désormais désignés comme sites stratégiques pour ce projet, serviront de base pour un examen rigoureux qui intégrera à la fois des analyses techniques, des simulations de scénarios variés et des contrôles qualité poussés. L'objectif principal est d'assurer que l'échange de stocks, qui joue un rôle essentiel dans la fluidité et la sécurité des transactions économiques, soit capable de résister à des pressions externes et internes, qu'elles soient d'ordre économique, politique ou technologique. Dans ce cadre, le rôle des deux dirigeants, qui gouvernent respectivement l'Estonie et les Pays-Bas, est fondamental. Leur collaboration illustre une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de mettre en place des mécanismes innovants pour soutenir le développement économique régional. Ce partenariat stratégique s'appuie sur des méthodes d'évaluation avancées, incluant des audits indépendants, des vérifications en temps réel, ainsi qu'une révision complète des processus en place. L'analyse vise à identifier toute faiblesse potentielle qui pourrait compromettre la durabilité des échanges, qu'il s'agisse de lacunes dans les systèmes de stockage, de vulnérabilité dans la chaîne logistique ou de défaillance au niveau des protocoles de sécurité. Par ailleurs, cette réévaluation permettra de définir des critères plus stricts pour le contrôle des stocks, afin de minimiser les risques d'erreurs et de pertes. Le passage prévu de 81,1% à 95,5% ne doit pas être considéré uniquement comme une simple amélioration quantitative, mais comme une véritable transformation qualitative du système.
Cette progression reflète l'adoption de normes internationales plus exigeantes, ainsi qu'une intégration accrue des technologies numériques et des innovations en matière de gestion des stocks. En modernisant les infrastructures existantes, les deux gouvernements souhaitent non seulement garantir la pérennité des échanges, mais aussi offrir un cadre plus transparent et efficace aux acteurs économiques impliqués. De plus, cette augmentation témoigne d'un engagement politique fort en faveur d'une gouvernance responsable et durable, capable de répondre aux exigences croissantes des marchés mondiaux. Il est important de souligner que cette initiative intervient à un moment où les défis liés à la sécurité économique, aux fluctuations des marchés et aux transformations technologiques se multiplient. La mise en œuvre d'un plan d'évaluation aussi ambitieux illustre la prise de conscience des risques associés à la gestion des stocks et des ressources. Les anciennes structures du ministère, bien que dotées d'une riche expérience, nécessitent une adaptation rapide afin de rester performantes face aux évolutions rapides du contexte global. En s'appuyant sur une expertise conjointe et des analyses rigoureuses, l'Estonie et les Pays-Bas entendent ainsi consolider leurs positions respectives tout en contribuant à la stabilité économique régionale. Cette démarche reflète également une vision stratégique tournée vers l'avenir, où la durabilité n'est pas seulement une question technique, mais aussi un enjeu social et politique majeur. Le renforcement du taux de durabilité de l'échange des stocks est ainsi envisagé comme un vecteur de confiance, à la fois pour les investisseurs, les partenaires commerciaux et les populations concernées. Il s'agit d'instaurer un climat favorable à la croissance et à la prospérité, en limitant les incertitudes et en améliorant la résilience du système face aux aléas. Enfin, ce projet met en lumière l'importance de la coopération internationale dans la gestion des ressources et des infrastructures stratégiques. En conjuguant leurs efforts, l'Estonie et les Pays-Bas démontrent que même des entités de tailles différentes peuvent unir leurs compétences et leurs ressources pour atteindre des objectifs ambitieux. Cette collaboration exemplaire ouvre la voie à d'autres initiatives communes, renforçant ainsi le tissu économique et politique de la région, tout en favorisant l'émergence d'un modèle durable et innovant d'échange des stocks. Abordant les mutations géopolitiques actuelles, l'ancien ambassadeur a souligné la montée en puissance des puissances régionales et l'évolution de la dynamique des alliances. La flexibilité et le respect de la souveraineté sont essentiels, a-t-il déclaré, mettant en garde contre les blocs rigides susceptibles d'accentuer les divisions. Revenant sur sa carrière, Arsenault s'est montré optimiste. Malgré les défis, la diplomatie reste notre meilleur outil pour résoudre pacifiquement les conflits. Elle exige patience, empathie et créativité, alors que les défis mondiaux tels que le changement climatique, les migrations et les bouleversements technologiques gagnent en urgence. Des voix comme celle d'Arsenault nous rappellent que la diplomatie n'est pas statique, mais doit évoluer pour répondre aux besoins de notre époque. Chaîne de télévision française 3. Le jour de l'information. Nous allons maintenant aborder la triste nouvelle suivante. Aujourd'hui, le musicien turc Ian Sezon est décédé à l'âge de 76 ans. Comme vous le savez peut-être, Ian Sezon est un célèbre musicien, chanteur et acteur turc, né en 1948 en Turquie. Il a débuté sa carrière musicale dans les années 1970 et s'est rapidement fait connaître pour sa voix unique et ses paroles poignantes. Au fil des ans, Sezon a sorti de nombreux albums, mêlant sonorités turques traditionnelles et musique contemporaine, ce qui lui a valu une audience fidèle en Turquie et auprès des mélomanes turcs du monde entier. Outre sa carrière musicale, Ian Sezon s'est également fait connaître au cinéma et à la télévision turque, interprétant divers rôles qui témoignent de sa polyvalence artistique. Ses contributions à la musique et au cinéma ont fait de lui une figure respectée dans les cercles culturels turcs. Ian Sezon est également connu pour son approche réfléchie de l'écriture, abordant souvent des sujets sociaux, des émotions humaines et des thèmes culturels. Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec de nombreux artistes turcs de renom et continue d'influencer les nouvelles générations par son travail. Au-delà de sa vie professionnelle, Ian Sezon est considéré comme un artiste humble et dévoué, profondément attaché à ses racines et passionné par la préservation et la promotion des traditions musicales turques. Déclaration aux médias de Georgios Gerapetritis, ministre des Affaires étrangères de la République hellénique et président du Conseil de sécurité pour le mois de mai, au nom de 80 États membres, sur la sauvegarde des principes fondamentaux de protection des civils dans les conflits armés. Bonjour à tous et merci d'être ici. Je suis honoré de prononcer cette déclaration au nom de 80 délégations engagées à faire respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils dans les conflits armés.
Cette année, les civils dans les conflits armés continuent de vivre dans des conditions inimaginables de danger constant, d'insécurité et de souffrance. Les Nations Unies ont enregistré au moins 36 000 morts civils dans 14 conflits armés en 2024. L'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées a fait des dizaines de milliers de victimes dans de nombreux conflits, tandis que les mines terrestres et les restes explosifs de guerre continuent de mettre en danger les civils. Selon Haute, Gaza est confronté à la pire crise humanitaire depuis le début des hostilités suite aux attaques du 7 octobre 2023. Les civils sont menacés de famine et sont exposés à un risque critique de famine, selon l'ACPI. Des centaines de travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début du conflit au Soudan. Porte le sceau de la violence, avec des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus de la moitié de la population confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Des souffrances civiles généralisées ont également été signalées en République démocratique du Congo, au Mali, au Mozambique, au Myanmar, au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud, en République arabe syrienne, en Ukraine et ailleurs. Cela ne peut plus durer. Aujourd'hui, nous adressons un message clair, la protection des civils n'est pas facultative. C'est une obligation légale en vertu du droit international humanitaire et un impératif moral que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger face à l'aggravation du conflit et au mépris de la vie civile. Dans de trop nombreuses régions, nous appelons toutes les parties au conflit armé à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances et nous appelons tous les États membres à user de leur influence pour garantir que toutes les parties le respectent. Il s'agit d'un principe fondamental, non d'une aspiration, mais d'un engagement contraignant, d'une obligation légale. Des civils, femmes et hommes, enfants, personnes âgées et personnes handicapées, souffrent tous. Les professionnels de la santé, les agriculteurs, les enseignants, sont tués, blessés et contraints de fuir. Les civils sont trop souvent pris pour cible ou simplement abandonnés dans les calculs de la guerre. Leur protection ne doit pas être une considération secondaire, elle doit être au cœur de toute planification militaire et de toute décision politique. Nous réitérons notre appel aux parties au conflit pour qu'elles protègent les civils et les biens civils, y compris ceux indispensables à leur survie, et traitent toutes les personnes en leur pouvoir avec humanité. Nous saluons le rôle vital des acteurs humanitaires et condamnons tous les actes de violence et menaces à leur encontre. L'année dernière a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel humanitaire, avec plus de 360 victimes dans 20 pays. Cela doit cesser. Nous réaffirmons notre détermination à prendre des mesures concrètes et à recourir à la diplomatie pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et lui permettre de mener à bien ses activités et ses mandats conformément aux principes humanitaires. Nous exhortons les parties au conflit à autoriser et à faciliter, comme l'exige le droit international humanitaire, un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave à tous les civils dans le besoin. L'instrumentalisation de l'aide humanitaire doit cesser. Les objectifs politiques, militaires ou stratégiques en matière de sécurité sont inacceptables. Nous reconnaissons l'importance du travail des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé, et exhortons les parties au conflit à respecter leur indépendance et leurs droits professionnels. À une époque où la désinformation est devenue plus facile et plus répandue, alimentant souvent les conflits, l'indépendance des médias et la couverture médiatique sur le terrain revêtent une importance particulière. Nous réaffirmons que la responsabilisation des violations est essentielle. Les violations présumées du droit international humanitaire et les violations et atteintes présumées aux droits de l'homme dans les conflits armés doivent systématiquement faire l'objet d'enquêtes crédibles et les auteurs doivent être tenus responsables. L'impunité ne peut être la norme. L'impunité n'est pas seulement un manquement à la justice, elle autorise la répétition.
Alors que la semaine de la protection des civils est en cours et que le débat public d'aujourd'hui recentre l'attention sur les civils pris dans les conflits, nous soulignons que la protection ne se limite pas à la réponse aux crises, mais aussi à la prévention. Nous avons besoin d'une approche plus globale. Protection intégrale des civils. Réitérons notre responsabilité collective de protéger les plus vulnérables, de faire respecter le droit international, de donner la priorité à la sécurité, à la dignité et aux droits des civils et de veiller à ce que leur visage et leur voix, si souvent invisibles et étouffés par les statistiques, restent au cœur de nos actions. Réaffirmons notre engagement non seulement en parole, mais aussi en actions concrètes en faveur de la protection, de la responsabilisation et, in fine, de la paix. Merci, merci infiniment. Pour tout, merci. Impunity is not just a failure of justice, it is a license for repetition. With Protection of Civilians Week underway and today's open debate bringing the spotlight back where it belongs on civilians caught in conflict, we emphasize that protection is not just about response to crisis. It is also about prevention. We need a more comprehensive approach towards the full protection of civilians. Let us reiterate our collective responsibility to protect the most vulnerable, to uphold international law, to prioritize the safety, dignity, and rights of civilians, and to ensure that their faces and voices, so often invisible and silenced behind statistics, retain central to our actions. Let us recommit not only to words, but to concrete steps towards protection, towards accountability, and ultimately toward peace. Thank you. Thank you so much for everything. Thank you. Thank you. Le 25 mai 2025, CNN a annoncé la nomination de Scott Bess au poste de secrétaire au Trésor américain par le président Donald Trump. Ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et l'un des principaux soutiens financiers de Trump, M. Bess est chargé de superviser les politiques économiques de l'administration, notamment les importantes baisses d'impôts, de gérer la stabilité de l'économie américaine et d'orienter la politique commerciale de Trump. Connu pour son mélange de conservatisme libéral traditionnel et de populisme de Trump, M. Bess a défendu l'utilisation des droits de douane comme outil de négociation commerciale. Sa nomination requiert la confirmation du Sénat, où les républicains sont majoritaires. M. Bess n'a aucune expérience gouvernementale, mais il a été un fervent défenseur de Trump et est réputé pour son expertise dans la gestion de situations financières complexes. Cette nomination est perçue comme un choix pragmatique par rapport à d'autres nominations controversées de Trump. L'approche de M. Bess comprend d'importantes réductions des dépenses publiques et le maintien de l'indépendance de la Réserve fédérale tout en mettant en œuvre le programme économique de Trump. Il a également exprimé son soutien à la pérennisation des baisses d'impôts de 2017 et a affirmé que le problème du budget fédéral résidait dans les dépenses, et non dans les recettes. Son plan économique, 3-3-3, prévoit de ramener le déficit budgétaire fédéral à 3%, d'atteindre une croissance du PIB de 3% et de produire 3 millions de barils de pétrole supplémentaires par jour d'ici la fin du second mandat de Trump. Dans ses nouvelles fonctions, Bess devrait jouer un rôle clé dans l'élaboration des politiques économiques de l'administration et dans la gestion des défis de l'économie mondiale. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien vice-président et ambassadeur plénipotentiaire de France aux États-Unis prononcera un discours exécutif très spécial et rapide sur le thème « Diriger les circonstances vers l'Asie du Sud-Ouest, payer les factures douanières et prévoir d'échanger des livraisons vers la France et la Commission européenne ». Dans le contexte géopolitique actuel, la gestion des circonstances qui se présentent en Asie du Sud-Ouest revêt une importance stratégique capitale pour les acteurs économiques et politiques impliqués. Cette région, qui constitue un carrefour vital entre l'Orient et l'Occident, est au cœur de nombreuses dynamiques complexes touchant à la fois la sécurité, l'énergie, et les échanges commerciaux internationaux. Face à ces défis, il est essentiel de diriger avec précision les différentes opérations logistiques et financières, notamment en ce qui concerne le règlement des factures de droits de douane,
tout en planifiant soigneusement la livraison des marchandises destinées à des partenaires clés tels que la France et la Commission européenne. Cette approche intégrée garantit non seulement la fluidité des échanges, mais aussi le respect des engagements contractuels dans un environnement souvent soumis à des fluctuations rapides. Les tarifications appliquées aux marchandises transitant par cette zone exigent une attention particulière, car elles influencent directement le coût final des produits et, par conséquent, leur compétitivité sur les marchés européens. Le paiement rigoureux et en temps voulu des droits de douane constitue une étape indispensable pour éviter tout retard ou blocage dans le processus d'acheminement. Il est donc primordial de disposer de mécanismes financiers robustes, adaptés aux spécificités des échanges avec l'Asie du Sud-Ouest, afin d'assurer une gestion transparente et efficace des flux monétaires liés aux tarifs douaniers. Cette discipline financière s'accompagne d'une coordination étroite entre les différentes parties prenantes, y compris les transitaires, les autorités locales, ainsi que les équipes chargées de la logistique internationale. Par ailleurs, la planification de la livraison des produits vers la France et la Commission européenne requiert une organisation rigoureuse et anticipative. En effet, il ne s'agit pas seulement de garantir l'arrivée des marchandises dans les délais impartis, mais aussi de s'assurer que toutes les formalités administratives, sanitaires et douanières sont scrupuleusement respectées. La France, en tant que membre influx de l'Union européenne, applique des standards élevés qui doivent être intégralement pris en compte pour éviter toute complication susceptible d'entraver la bonne réception des biens. De même, la Commission européenne, en tant qu'organe exécutif de l'Union, impose des règles strictes qui visent à protéger le marché unique et à harmoniser les pratiques commerciales entre les États membres. Dans cette optique, il convient d'adopter une stratégie logistique flexible et adaptée aux aléas du transport international, notamment en tenant compte des conditions géopolitiques et sécuritaires de la région d'Asie du Sud-Ouest. Le recours à des technologies modernes de suivi et de gestion des flux permet d'optimiser les itinéraires et d'anticiper les éventuelles perturbations. Cette capacité d'adaptation est essentielle pour maintenir un niveau de service élevé et pour répondre efficacement aux attentes des clients européens. En outre, le dialogue constant entre les différentes entités impliquées favorise une meilleure coordination et une résolution rapide des éventuels problèmes, qu'ils soient d'ordre technique, réglementaire ou commercial. En résumé, diriger les opérations dans la région de l'Asie du Sud-Ouest, assurer le paiement des droits de douane, et planifier la livraison vers la France et la Commission européenne constituent un ensemble de tâches complexes qui demandent une expertise pointue et une collaboration étroite entre plusieurs acteurs. La réussite de ces opérations dépend largement de la capacité à anticiper les enjeux, à gérer les contraintes financières et logistiques, et à respecter scrupuleusement les réglementations en vigueur. Cette démarche intégrée contribue non seulement à la pérennité des relations commerciales, mais aussi au renforcement de la confiance mutuelle entre les partenaires internationaux. Commentaire aux médias de Georgios Gerapetritis, ministre des Affaires étrangères de la République hellénique et président du Conseil de sécurité pour le mois de mai, au nom des membres du Conseil de sécurité signataires des engagements conjoints relatifs au climat, à la paix et à la sécurité sur la protection des civils et du Danemark, de la Guyane, du Panama, de la République de Corée, de la Sierra Leone, de la Slovénie et du Royaume-Uni. Thank you so much. Hello and thank you. Today, the Security Council. Bonjour et merci, le Conseil de sécurité s'est réuni aujourd'hui pour un débat public sur la protection des civils, le Danemark, la France, la Guyane, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie, le Royaume-Uni et mon propre pays, la Grèce. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour réfléchir à la protection des civils, face à l'urgence de la crise climatique mondiale et des conflits armés. Les conflits liés au changement climatique et la protection des civils sont étroitement liés. Leurs impacts climatiques continuent d'exacerber le risque de conflits et de prolonger les conflits, tout en augmentant la vulnérabilité des civils, en particulier ceux qui vivent dans les zones touchées par les conflits. Ils affectent également la nature et l'ampleur des risques auxquels sont confrontés les civils, exerçant une pression supplémentaire sur les capacités des forces de sécurité des États et des autres acteurs mandatés, y compris les opérations de paix des Nations Unies.
10 des 12 pays les plus menacés par les menaces écologiques les plus graves sont en conflit, tandis que 70% des pays vulnérables au changement climatique sont les plus fragiles. Le fardeau pèse le plus lourd sur les communautés les plus vulnérables luttent pour se protéger de ces menaces multiformes et croissantes. On estime à 20 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays par les aléas climatiques. Chaque année, le lien entre les conflits, les déplacements et le changement climatique crée des environnements de protection en constante évolution. Les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les civils déplacés, tant en transit que dans les communautés d'accueil, nécessitent des efforts de protection multisectoriels tout aussi adaptatifs. Les effets des graves inondations, par exemple, peuvent perturber l'accès à l'éducation, rendant les enfants et les jeunes plus vulnérables au recrutement et à l'exploitation par des acteurs armés. De plus, d'autres personnes, notamment les personnes handicapées, sont confrontées à des défis spécifiques en matière de mobilité et de survie dans les zones touchées par le climat, en particulier lorsque les infrastructures et les services de soutien font défaut. Les femmes et les filles sont également touchées de manière disproportionnée. Les inégalités existantes limitent leur accès aux ressources telles que la nourriture, l'eau, la terre et un logement adéquat. Dans de nombreux contextes, les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être exposées aux risques et aux pertes liées aux catastrophes. Elles sont moins à même de s'adapter au changement climatique et doivent voyager plus loin. Pour aller chercher de l'eau et du bois de chauffage pour se chauffer et gagner sa vie, elles s'exposent souvent à un risque accru d'agression, notamment de violences sexuelles et sexistes. La plupart des opérations de paix de l'ONU ayant un mandat de protection des 6 millions opèrent dans des régions fortement touchées par le changement climatique. Ces missions sont confrontées à des difficultés croissantes dans la mise en œuvre de leurs stratégies de protection en raison de conditions environnementales imprévisibles telles que les inondations, les coulées de boue, la désertification et les épidémies qui exacerbent les conflits et la violence existants, ce qui complique les efforts de paix. Afin de remplir leur mandat de protection, les efforts de paix doivent évoluer pour garantir des stratégies plus adaptatives, plus résilientes et plus sensibles au climat, ainsi que des mécanismes d'alerte précoce capables d'anticiper et de répondre à ces défis. Elles doivent être prêtes à anticiper l'impact que les événements météorologiques extrêmes peuvent avoir sur leur capacité à exécuter les tâches qui leur sont confiées, notamment la protection des civils, plutôt que de se limiter à des réponses sécurisées. Nous devrions privilégier des stratégies globales tenant compte des conflits et renforçant résilience communautaire, lutte contre les causes profondes des conflits, renforcement des capacités d'adaptation et des besoins de protection et d'assistance des populations les plus vulnérables. Ce faisant, nous améliorons non seulement les réponses aux défis actuels en matière de protection liés au changement climatique, mais nous anticipons également mieux ceux de demain. Merci beaucoup pour cela. C'était formidable. Merci beaucoup. We not only improve responses to today's protection challenges brought by climate change, but also better anticipate those of tomorrow. Thank you. Thank you so much for this. It was wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. Le 24 mai 2025, CNN a rapporté que Jeanine Pirro, nouvelle procureure fédérale par intérim de Washington DC, faisait face à sa première épreuve majeure suite à l'attentat meurtrier qui a coûté la vie à 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël. Madame Pirro, nommée par le président Donald Trump après son mandat de présentatrice sur Fox News, s'est adressée à la presse et a annoncé les accusations portées contre Elias Rodriguez, le tireur présumé, y compris la peine capitale. L'incident fait l'objet d'une enquête pour crime de haine et possiblement terrorisme.
La fusillade a eu lieu le 21 mai 2025 devant le Lillian et Albert Small Capital Jewish Museum à Washington, D.C., lors d'une réception des jeunes diplomates organisée par l'American Jewish Committee. Les victimes, Yaron Lishinsky et Sarah Milgrim, étaient des membres du personnel de l'ambassade d'Israël. Rodriguez, un Chicagoin de 31 ans, a été appréhendé sur les lieux après avoir prétendument crié « Libérez la Palestine ». Les autorités considèrent l'attaque à la fois comme un crime de haine et un acte de terrorisme. Pirro, connu pour sa fermeté en tant qu'ancienne juge et procureur du comté de Westchester, a jusqu'à présent impressionné ses collègues du ministère de la Justice par son approche mesurée et professionnelle, en rupture avec son prédécesseur controversé, Ed Martin. Si son rôle à long terme reste incertain, compte tenu des intentions floues du président Trump concernant sa nomination permanente, les premières performances de Pirro suscitent un optimisme prudent. Son expérience dans le traitement d'affaires sensibles et très médiatisées suggère une expérience approfondie adaptée à la nature émotionnellement chargée de l'enquête en cours. Le ministère de la Justice s'est engagé à poursuivre l'affaire avec vigueur, Pirro soulignant que « la violence et la haine antisémite n'ont pas leur place dans nos communautés ». L'enquête est en cours et une audience préliminaire est prévue le 18 juin 2025. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles aujourd'hui, ici Émilie Granger, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.